Yo l'équipe, on se retrouve pour la preview de Italie-Suisse. Les huitièmes de finale sont enfin connus. Là, on en connaît déjà quelques-uns, mais on a honnêtement l'une des plus intéressantes, Italie-Suisse. Et je suis avec trois personnes assez sympathiques. Une personne que vous connaissez déjà. Jordan, comment ça va? Allez, c'est bon, tu peux dire ça va. Je suis content Salut, d'être ça va? là. Je suis content d'être là en plein euro. On va kiffer pour débriefer tous ces huitièmes. Moi, ça me fait kiffer. Voilà, et je suis avec deux personnes que vous connaissez peut-être via X, Twitter, bon, et que vous n'avez jamais vu en live parce qu'on avait d'autres représentants pour la Squadra Azzurra et pour la Nati. On va commencer par Dylan, représentant de la Suisse. Comment vas-tu? Ça va, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux de pouvoir faire ces petits previews de ce week-end de finale qui va être très, très intéressant. Et avant de lancer Firas avec son beau maillot de l'Italie en couleur vert, que je sais que Jordan le recherche avec un flocage Il est assez trop beau, il sympa, est trop beau. c'est quoi ton lien du coup, Dylan, avec la Suisse? Alors, bon, faut savoir que je suis suisse, je suis helvéto philippin, donc moitié-moitié, mais j'ai grandi en Suisse et j'ai toujours été derrière l'équipe de Suisse. Je suis énormément la Super League, donc le championnat suisse, et je suis vraiment, vraiment derrière l'équipe de Suisse depuis, on va dire, 2010, et cette victoire de la Suisse contre l'Espagne. Et voilà. Parfait, on passe à Firas, du coup, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, Je- ça va. Et du coup, parle-nous un peu de ton lien avec la Squadra Azzurra. du coup, moi, je suis libanais, je suis supporter du Milan depuis tout petit. J'ai pas de lien, enfin, on va dire que mon lien avec la Nazionale me vient de mon amour pour le Milan. Donc, ma passion pour le Milan m'a permis de créer ce lien-là avec la Nazionale. J'ai appris la langue, je me suis imprégné un peu de la culture italienne. Et donc forcément, moi, en tant que Libanais, je viens d'un pays qui n'a pas forcément une sélection nationale forte. S'il y a une sélection de laquelle je me sens proche, bah, c'est bien la sélection italienne. Parfait. Du coup, les présentations ont été faites. Oui, j'ai mis le maillot de Bastoni de l'Italie. Vous savez très bien que je suis italien. J'allais pas mettre le maillot de Kroos ou bien de Ronaldo. On sait très bien que je suis pour l'Italie et que je veux qu'on passe. Mais on va analyser ça tous les trois. Jordan, c'est un peu la personne neutre de ce groupe qui a des petites notes quand même après avoir regardé tous les matchs bien en replay, hein, rien en direct parce qu'il Eh oui, travaillait. parce Du coup, qu'on il a regardé travaille. tous les matchs en replay. Il va se taper tous les 0-0 de hier. Bon, on peut commencer avec une petite analyse des phases de groupe. Du coup, on va commencer comme j'ai débuté avant avec Dylan. Qu'as-tu pensé de la phase de groupe de la Suisse? Du coup, 3-1 contre l'Hongrie, 1-1 contre l'Écosse, 1-1 contre l'Allemagne et quelques joueurs au top et surtout à Kanji. Alors, pour parler de cette phase de groupe, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière et parler de comment les Suisses abordaient l'euro, comment les spécialistes, comment les joueurs voyaient cet euro. Et c'est vrai que je pense que vous avez pu l'entendre, mais il y avait très peu de confiance qui était mis en Murat Yakin, donc le sélectionneur, euh, qui, euh, qui avait fait on peut se le dire, des très mauvais résultats en qualification avec un groupe qui était très très faible. La Suisse finit deuxième derrière la Roumanie. Et donc c'est vrai qu'on abordait cet euro sans certitude, sans vraiment plan de jeu, sans identité, en fait, ancré dans cette équipe. Et puis, c'est vrai que pour être honnête, moi, je le voyais d'un œil plutôt pessimiste, où je me disais, avec la forme actuelle de l'Hongrie, avec la folie que l'Écosse peut être, franchement, ça pouvait être très compliqué, agréablement surpris. Bien sûr, par déjà cette première victoire contre la Hongrie, cette première mi-temps absolument incroyable, vraiment qui a ébloui pas mal de monde, avec des prestations très solides. Je pense à Granit Xhaka, je pense à Akanji, comme tu l'as dit. Un match assez décevant contre l'Écosse, mais c'est vrai que ça m'a pas énormément surpris contre ce genre d'équipe, que ce soit l'Irlande du Nord. On a toujours eu des difficultés. Voilà, un match assez frustrant, assez clivant avec des Écossais qui sont vraiment rentrés au duel, qui étaient très présents, et c'était assez compliqué. Et puis ce dernier match contre l'Allemagne, où on a vraiment vu une équipe solide qui, on le sait, peut rivaliser contre les gros.
Et c'est vrai qu'il y a un petit goût amer parce qu'il y avait une première place à aller chercher, je pense, qui n'était pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est de sortir des huitièmes, surtout avec la dynamique, avec le groupe, comme je l'ai dit. Mais en encaissant juste avant la fin, c'est vrai que c'est assez frustrant, mais on peut que être content par rapport à cette phase de groupe. Ouais. Bah, je m'en doute que c'est très, au final, c'est très positif ce que la Suisse a fait. Elle a surpris beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont, qui ont, je pense qu'ils se sont même surpris eux-mêmes. Je pense à Aebischer qui réalise une bonne phase de groupe. Tu as le petit Endoy, bon, tout vient de l'Italie, hein, on va pas se le cacher. Ces petits joueurs assez sympas de Bologne, tout le monde a explosé. On pense encore au match de hier avec Skorupski de Bologne. Et Jordan, toi qui étais l'intervenant suisse qui a dépanné du coup l'absence en plus de Dylan pour la première émission. Du coup, toi, je pense que tu es dans le même état d'esprit, surpris, quoi. Même si Ouais, toi, je m'en doute, je me rappelle que tu avais quand même un peu de ah, pourquoi pas ce mélange entre expérience, jeunesse, ça pouvait matcher. ben ouais, il y avait quand même des choses super intéressantes avant quand même. Enfin, je suis pas expert aussi, j'avais pas vu le match de qualif, mais sur le papier, c'était quand même super. Ils ont réussi à montrer leur talent pendant cet Euro. L'entrejeu, Xhaka, Freuler, Aebischer, tout ça, ils ont produit un football vraiment super attrayant et super intéressant. Et défensivement, c'est super solide. Et même encore Ricardo Rodriguez qui est là, qui tient son rang. On a Akanji, que moi j'avais dit Akanji, ça devait être l'un des patrons de la Suisse et il fait une super compète. Et donc c'est super bien. Et devant, ils ont réussi. Moi j'avais beaucoup misé sur Amdouni. Moi à la base, ouais, il joue pas du tout. Ou il a fait deux trois rentrées, Ouais, mais je crois il est à 50 minutes sur l'ensemble ouais, des il est trois matchs rentré en les sortie derniers de banc. matchs. Je Ouais. pensais que lui allait être le 9 parce que j'ai l'impression qu'il y avait un petit problème là-dessus, mais finalement, devant, c'est plus Endoy qui brille. Endoy, il fait une super compète. Moi, j'étais grave frustré après le deux matchs qu'il n'ait pas marqué. Il méritait tellement son but et il a enfin marqué contre l'Allemagne. Donc, moi, je pense que la Suisse s'avance avec, mine de rien, plein de confiance. En plus, avec le match qu'ils ont fait contre l'Allemagne. Et on va parler après un peu de l'Italie, mais je trouve qu'ils arrivent bien plus en confiance que l'Italie. Donc, super surpris de la Suisse et super équipe qui aurait pu mériter la première place. Après, comme dit, toi, tu misais beaucoup sur Amdouni, mais à ce moment-là, on ne savait pas encore si Mbolo allait faire la compète. Il sortait Oui, d'une c'est vrai. blessure. Finalement, il est revenu. Ouais. C'était un peu l'interrogation et tout, mais bon, il est là et on va passer du coup à l'Italie au cas épineux, très épineux de cette phase de groupe qui a été pour moi 100% chaotique parce que bon, on sort deuxième de la phase de groupe, c'est bien, mais bon, quand tu sors de trois prestations comme ça et que tu as seulement trois joueurs à retenir de ces trois prestations en la personne de Donnarumma, qui est notre sauveur, on pouvait s'en prendre 4-5 contre l'Espagne, Calafiori, qui est la surprise euh, sur, euh, sur l'Euro, même si les suiveurs du Calcio savent qui il est et la saison qu'il a produit avec Bologne. Et Et les suiveurs de Bastoni, Super League aussi, hein, parce que qui a l'année joué à dernière, Bâle en plus. il Il a était joué à à Bâle. Bâle. Et puis, c'est vrai qu'il Ça, fait dès que je mets un petit article de Calafiori, je vois tous les fans de Bâle là, qui viennent. Oh, vous savez, il était déjà là. Mais bon. Et je parlais de Bastoni. Oui, j'ai un maillot d'un joueur de l'Inter en étant un supporter de la Juve. Mais bon, c'est qu'en national et qu'on peut avoir ces maillots-là. Et Bastoni qui est au top. Moi, j'avais beaucoup d'interrogations sur cette défense. Au final, assez surpris et content parce que là, on est bien pour des années. Il y avait ce petit problème sur le côté, sur l'aile droite. Du coup, si Chiesa joue à gauche devant Naskama Kauretegui, il manquait toujours un ailier droit. Il a tenté Di Marco, il a tenté Fratesi en mezzala. Mais bon, Firas, qu'est-ce que tu en penses de cette phase de groupe de l'Italie? Peut-être on va être pas d'accord, mais toi, tu en penses quoi? Écoute, moi déjà, cette équipe d'Italie, quand je la vois arriver à cet Euro, je vois une équipe forte sur le papier, bien plus forte que ce que pas mal de gens peuvent penser, parce que en tant que suiveur de Serie A, je sais qu'il y a quand même pas mal de petits jeunes dans cette équipe qui peuvent se révéler. Il y a aussi ce mix-là entre jeunesse et expérience avec des joueurs comme Donnarumma, comme Barella, comme Jorginho, qui ont déjà disputé, même remporté un Euro, qui arrive pour leur deuxième grande compétition avec la Nazionale. Euh, J'avais quelques interrogations peut-être, moi, sur la défense, pas tant dans les capacités individuelles de chaque joueur, mais plutôt sur la question de la compatibilité. Et c'est même là que je vais pas te rejoindre. Tu disais que tu avais été agréablement surpris. Alors oui, il y a des joueurs comme Bastoni, Calafiori qui font une très belle compétition jusqu'à maintenant.
Mais moi, ce qui ressort de ces premiers matchs-là, c'est cette impression que ces deux joueurs-là, qui sont potentiellement les deux meilleurs joueurs de l'équipe d'Italie sur ce début de compétition, bah, sont peut-être trop similaires pour être parfaitement compatibles. Et j'ai cette impression que, comment dire, il se marche un peu sur les pieds, que la présence de Calafiori peut brider un peu Bastoni. Et je me dis peut-être que avec sa suspension pour les huitièmes de finale, parce que oui, Calafiori va être suspendu en huitième, peut-être que c'est l'occasion pour l'Italie d'enfin trouver un équilibre, d'enfin trouver une défense un peu plus harmonieuse. Peut-être aussi que ça va faire du bien à Di Marco, qui était un des joueurs très attendus dans cette équipe d'Italie, qui n'a pas encore répondu présent, qui fait un mauvais début d'Euro. Euh, c'est principalement, tu sais, les gros points que je vais retirer de cette équipe. On a parlé aussi de l'attaque. Avant ça, est-ce que je peux revenir juste sur la défense, du coup, pour qu'on complète Ah, juste cette. bien sûr. Après, pour revenir sur Di Marco, il fait un euro catastrophique, mais faut pas oublier que je pense que Di Marco est un joueur de système, c'est-à-dire que Di Marco est un piston gauche, Ouais. il n'est pas latéral. Il y a beaucoup les personnes ne comprennent pas qu'un piston n'est pas un latéral. Et ça joue beaucoup. Sur une défense à 4, tu mets Di Marco, c'est sûr que tu auras ce problème. C'est un mec qui est super porté vers l'avant et tout. Et à ce moment-là, comme tu nous disais avant la vidéo, mettre un Cambiaso, ça pourrait être bien plus intéressant. À droite, on a Di Lorenzo. Di Lorenzo sur une défense à 4 qui est au top au final parce qu'il a cet aspect défensif qui est important pour un latéral de nos jours. Mais sur une défense à 3, quand on met Di Lorenzo, on voit qu'il y a toujours cet écart entre l'ailier et le défenseur. L'ailier et le défenseur. C'est pour ça que sur une défense à 3, je pense qu'ils peuvent être complémentaires Bastoni et Calafiore. Parce que si tu rajoutes un gars comme genre Darmian. Buongiorno, Buongiorno ou Darmian ou un truc comme ça, là, ça peut le faire. Après, honnêtement, moi, pour l'instant, je les ai trouvés personnellement très complémentaires. C'est-à-dire qu'au moins, on a deux joueurs qui savent relancer, deux joueurs qui se projettent vers l'avant. Après, comme dit, Calafiori, il a toujours été latéral. Il a été replacé dans l'axe par Thiago Motta après sa blessure et ça a marché. Et moi, honnêtement, je trouve, par rapport sur le point défensif, je trouve que honnêtement, ça va. C'est vrai qu'on se cherche encore avec les latéraux. Moi, je chanterais bien Bellanova à droite, parce que Bellanova, j'étais agréablement surpris, mais on sait que c'est assez difficile. Mais juste pour savoir un avis extérieur, Jordan et Dylan, vous en pensez quoi, vous, de la défense italienne? Si je peux commencer, moi je trouve en vrai ça va, c'est le point où je trouve tu t'en sors plutôt bien. Le Calafiori, alors tu m'as fait une super propagande toute l'année sur Calafiori, mais j'avais pas vu les matchs et effectivement je l'ai trouvé super solide. Et au final, moi je pense que c'est ce que tu retiens de bien en Italie, c'est la défense. Au final, contre l'Espagne, comme tu dis, tu peux en prendre 4, t'en prends qu'un, et c'est un contre son camp. Donc au final, tu as réussi à. Les grosses actions, elles venaient souvent de frappes un peu de loin, ou alors c'est Donnarumma qui fait les arrêts aussi. C'est peut-être Donnarumma aussi qui tient cette défense vraiment en place. Et au final, contre la Croatie, est-ce que tu concèdes tant de grosses occasions que ça en première mi-temps c'est l'Italie qui fait un peu le jeu. Et après, il y a cette histoire du penalty et tout ça. Et le but, finalement, il vient de l'action du penalty. Donc j'ai trouvé la défense plutôt solide. Moi, après, du coup, est-ce que l'absence de Calafiori, ça va pas changer quand même cette défense? Parce que ce qui était bien avec lui, c'est qu'aussi il montait balle au pied. Et ça a aidé beaucoup, je trouve. Mais moi, je trouve que la défense, c'était quelque chose de plutôt correct. Avec l'Italie, je pense que c'est le point à retenir en positif après ces 3 matchs de poule, moi, je trouve. Moi, je rejoins Jordan. Moi, j'ai regardé les trois matchs de l'Italie, un peu moins le dernier. Mais c'est vrai que, bah, mine de rien, par contre l'Espagne, c'est vrai que t'as pas forcément trop concédé. J'ai trouvé super solide cette défense. Donnarumma, presque impérial, on peut dire, sur sa ligne. Donc oui, c'est quelque chose qu'on retient. Je ne vais pas répéter ce que Jordan a dit. Après, c'est peut-être un petit peu inquiétant aussi que dans une compétition, on retienne que la défense Oui, pour c'est l'instant. logique. Après, peut-être qu'avec la nouvelle compétition qui va commencer, ça va changer. En tout cas, je l'espère pour l'Italie. Je l'espère pas en tant que Suisse. Mais ouais, alors, beaucoup de satisfaction, je pense, pour cette défense, mais qui peut amener à pas mal d'incertitudes
de questionnement. Firas? Bah, tu as soulevé un point très intéressant, c'est les latéraux. Dans cette défense à 4, tu vois très clairement que Di Marco, il n'est pas au niveau, il ne le sera jamais. Faut savoir que piston et arrière latéral, c'est deux métiers totalement différents. Et ça, je pense que Spalletti l'a bien compris. Il a essayé d'introduire une défense à 3 lors du dernier match contre la Croatie. Et je pense que c'est probablement ce qui va être reconduit pour la suite de la compétition. Mais dans ce cas-là où on passerait à 3 derrière, moi j'aimerais voir Cambiaso à droite plutôt que Di Lorenzo parce que je pense que Di Lorenzo, comme tu l'as dit, est plus adapté peut-être à une défense à 4. Dans une défense à 3, j'aimerais voir Cambiaso en tant que piston droit parce que je pense qu'il peut venir apporter. Il, il a c'est cet apport offensif que Di Lorenzo n'a pas. Et puis, je pense que offensivement, ça va être beaucoup plus axial avec Chiesa et potentiellement Scamacca. Euh, on devrait avoir une attaque à deux. Pellegrini va probablement retrouver un positionnement dans l'axe. Donc, avoir un piston qui va avoir une certaine activité sur ce côté droit, ça va être important. Donc, moi, je vois juste Cambiaso remplir ce rôle-là aujourd'hui. Ben, revenons vite en vitesse sur ce qui est inquiétant. Déjà, premier match, rien à dire. Le milieu de terrain, il était correct. Barella, il a fait son match, il a mis son but, ça a été. Jorginho, il avait un peu du mal, mais ça va. Dernier match contre la Croatie, il était super bon. Des gens diront que Jorginho n'a pas fait un bon match, mais bon, c'est un mec dans l'ombre, il ne faut pas oublier que c'est un joueur ultra important. C'est au milieu de terrain qu'on a vu c'était quoi la différence quand on faisait rentrer un joueur un peu de ballon comme Fagioli. Son entrée à Fagioli est très bonne est très bonne. Après, c'est dur aussi pour Spalletti. Il a eu toutes ces critiques, pourquoi il a pris lui, pourquoi il n'a pas pris Locatelli et tout ça. Ça a été tout un sketch en Italie. Pourquoi on fait ça? Il a joué 2 matchs et tout. Mais bon, quand on sait le potentiel d'un joueur, ben, on va le prendre. Je pense que s'il y avait eu Tonali à sa place, il aurait pris Tonali, ça c'était sûr. Un Tonali dans ce milieu aurait régalé. Moi, c'est le rendement de Pellegrini que j'aime pas dans ce milieu de terrain. Honnêtement, Pellegrini est éteint sur les 3 matchs. Il est éteint. Je ne sais pas ce que tu en penses, Firas, mais moi, franchement, Pellegrini, j'étais ultra déçu. Il est très prometteur avec la Rome. Franchement, c'est un régal de le voir jouer. Mais avec la nationale, là, les 3 matchs, c'est une catastrophe. Bah, il faut savoir aussi que sur les deux premiers matchs, il n'a pas forcément joué à son poste préférentiel. Il a joué sur une aile. À la Roma, il joue 10, trequartista. Sur le troisième match, il a récupéré une position plus axiale dans ce milieu à 3 avec Jorginho et Barella. C'était toujours pas au niveau de ce qu'on peut attendre de sa part. Mais aujourd'hui, quand je regarde cet effectif, je pense que même malgré ce qu'il a montré jusqu'ici, ça reste une de tes meilleures options au milieu de terrain. Et faut juste le mettre dans les meilleures dispositions et espérer retrouver le Pellegrini de la Roma. Et ouais, pour ça, encore une fois, c'est pour ça que je pense que cette défense à 3 aujourd'hui, c'est la solution pour cette équipe d'Italie, parce que pareil, ça va te permettre de recentrer Pellegrini qui va avoir besoin de ça aujourd'hui. Et on termine juste sur le point offensif. Du coup, il n'y a aucune question. On va mettre Chiesa sur un côté. Devant, est-ce que tu partirais juste sur Scamacca ou Retegui? Juste le nom, juste pour savoir, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Scamacca, Retegui, Scamacca. Scamacca. Et les autres? Vous restez sur Scamacca. Ouais, Scamacca. Moi, c'est un profil que j'affectionne beaucoup. J'ai pas mal regardé l'Atalanta. Et c'est vrai que c'est un joueur qui, moi, personnellement, en tout cas, je l'apprécie beaucoup. Donc, j'étais un peu déçu de pas le voir sur ce dernier match, enfin, de pas le voir titulaire sur ce dernier match. Et puis, on verra pour le match contre la Suisse. Ouais. Et sur juste le côté droit, du coup, tu mettrais qui Firas? Est-ce que tu tenterais Zaccagni qui est rentré ou bien tu retenterais Fratesi, Esterno, voire Mezzala? Je ne sais pas ce que tu en penses. Honnêtement, moi, je resterai sur Chiesa un peu. Je te parlais d'une attaque à deux. Je partirais avec Chiesa un peu dans ce rôle-là qu'il avait à la Juve sous Allegri. C'était Euh, une catastrophe. C'était une catastrophe à la Et Juve. ouais, c'est compliqué, mais après, il faut savoir que c'est dans la Juve d'Allegri, tu vois. C'est pas une équipe qui joue au football.
Et est-ce que tu peux vraiment attendre beaucoup de choses de ces joueurs offensifs quand ton équipe ne pratique pas de football, tu vois? Euh, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est ta meilleure option. Malheureusement, t'as pas d'ailier gauche. Tu es obligé de l'utiliser autour de Scamacca. Un peu, tu sais, non, lui laisser de la liberté, se balader sur tout le front d'attaque. Il l'a très bien fait contre la Croatie quand il est entré en jeu. Je pense qu'il faut repartir là-dessus. Moi, honnêtement, il y a un petit truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi à un moment il n'a pas lancé El Shaarawy. C'est un ailier type qui aurait pu servir à l'Italie. 0 minute pour El Shaarawy. Assez surpris. On sait qu'il n'a plus le même rendement qu'avant, mais il est quand même décisif avec la Rome. Et c'est quand même, honnêtement, c'est un joueur des grands rendez-vous avec la Rome. Dans les gros matchs, il est toujours présent. J'ai pas compris, il a tenté la pioche Zakan, ça a marché, je suis content. Mais bon, moi, il y a des joueurs qu'on met devant que je suis pas très fan, que ce soit Raspadori et tous ces joueurs-là. T'aurais tenté, toi, El Shaarawy ou pas du tout? Bien sûr, j'aurais tenté. J'aurais probablement tenté moi à la place de Zaccagni. Au final, ça s'est avéré gagnant. Mais oui, pardon, El Shaarawy aujourd'hui doit être ta première option en sortie de banc offensivement. Parce que moi, je vois Retegui, Raspadori, Zaccagni, pour moi, c'est des joueurs qui devraient même pas disputer ces grandes compétitions-là avec l'Italie. Ben, moi, il y a un profil que j'aimais énormément, c'était Gnotto. En plus, il a joué en Suisse, il me semble, Gnotto. À Zurich. Ouais. Moi, c'était un profil qui sait puntar et du coup dribbler, qui sait faire ses différences. Il aurait été super intéressant pour l'Italie. On avait Berardi, mais il s'est blessé. C'était des joueurs, c'est pas le luxe complet, mais bon, c'est des joueurs qui auraient sûrement été des profils différents que bah, quand tu fais entrer Raspadori sur un côté, tu essaies à le faire jouer en trequartista des fois. En électron libre, il joue un peu partout. C'est assez compliqué. Moi, honnêtement, je suis pas fan du tout de Raspadori, du profil du joueur. Si vous n'avez aucune question, on peut parler enfin de ce huitième. C'est tout bon. Tout est bon. Du coup, on va faire juste un petit récap historique. 61 rencontres entre la Suisse et l'Italie, match amicaux compris. Désolé Dylan, mais il y a seulement 8 victoires pour la Suisse, 29 pour l'Italie, 24 nuls, un match à l'Euro. Je pense que tout le monde s'en souvient. Une défaite pour la Suisse, 3-0 en 2020. Et voilà, on peut commencer par Dylan. Est-ce que tu es déjà confiant pour ce huitième de finale? Est-ce que tu es content d'avoir chopé du coup l'Italie et des petites choses à modifier pour la Suisse ou on reste sur cette base-là et on y va et on élimine l'Italie? Alors, je pense que c'est plus que dans cette mentalité qu'il faut percevoir ce match. Alors, content, oui, par rapport au tableau, enfin, à la partie de tableau. Je pense que tout le monde l'a vu avec la France qui est dans le tableau de gauche, enfin, du haut. Mais avant ça, en fait, avant d'être content pour le tableau, il faut battre l'Italie. Et mine de rien, beaucoup de Suisses étaient très contents, on va dire, de jouer contre l'Italie. Moi, j'ai quand même mes réserves parce que j'ai en tête ce 3-0 au dernier Euro. Après, la phase de qualification enfin pour la Coupe du Monde qui s'est très très bien passée pour nous, on va pas se le mentir. Et il y a aussi cette confiance, comme je l'ai dit, de cette phase de groupe qui, franchement, alors, mais la Suisse, je ne vais pas dire dans une position de favori, loin de là, mais dans une position voilà, où la Suisse a sa carte à jouer, clairement. Surtout avec ce qu'on a vu face à l'Allemagne, parce que voilà, si on se base sur l'Écosse, c'était assez compliqué, on ne va pas se mentir. Mais face à l'Allemagne, bah ouais, ça peut nous mettre en confiance. Après, il y a des choses qui vont changer. On a Sylvain Widmer, capitaine de Mayence, qui est donc piston droit dans cette défense à droite de Murat Yakin, qui est suspendu pour ce match. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de questionnements parce que ce poste de latéral droit, enfin de latéral piston droit, a amené pas mal de débats en Suisse. Parce que de métier, Yakin en a convoqué que un, donc Sylvain Widmer. Kevin Babou, qui joue à Augsbourg, qui s'est plutôt relancé, n'a pas été convoqué. Jordan Lotomba, qui peut jouer sur les deux côtés plus ou moins, n'a pas été pris aussi. Et donc, on se retrouve avec un Leonidas Sergiu, joueur formé à Saint-Gall, qui était en prêt à Stuttgart, qui a eu du mal toute la saison.
qui est initialement un défenseur central, a commencé à jouer sur la fin de la saison et Stuttgart a levé son option d'achat. Donc il va jouer la Ligue des Champions avec Stuttgart l'année prochaine. Et lui peut jouer à droite. En tant que piston droit, ça peut être plus compliqué. Contre la Hongrie, c'était pas forcément fameux quand il est rentré, mais on sait pas trop ce que Murat Yakin va faire. J'ai entendu parler des gens qui voulaient le repasser à 4. Je pense pas que Murat Yakin va faire ça, va rester dans ce système à 3. Parce que, bon, tu as parlé de Ricardo Rodriguez. Je pense que Ricardo Rodriguez, c'est un profil qui, avant, était un super latéral, mais maintenant, son poste de défenseur central gauche dans une défense à 3 lui convient parfaitement, et le remettre comme latéral dans une défense à 4, ça pourrait être très compliqué. Donc il y a pas mal d'interrogations par rapport à ça. Est-ce que Dan Ndoye, qui avait joué piston en qualification, va être descendu d'un cran, ce qui va faire perdre la qualité à l'attaque, parce qu'il a vraiment apporté, et être repositionné dans ce rôle de piston droit. Franchement, c'est une interrogation, et on n'a pas la réponse. Murat Yakin a fait 3 matchs, 3 surprises avec Ebicher et Doua au début, avec cette situation de Shaqiri sur le deuxième match, et ce troisième match avec Fabian Rieder, joueur qui vient d'être prêté à Stuttgart. Il a fait 3 paris, les 3 paris ont marché. Est-ce qu'ils vont en faire un quatrième, et le quatrième marchera? On ne sait pas, mais ça va être très intéressant en tout cas. Ouais. Si tu devrais, toi, faire un pari, tu parierais sur qui du coup? C'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, j'ai pas envie de sous-estimer l'Italie. J'appréhende toujours ces huitièmes de finale, parce que la Suisse en a connu beaucoup depuis 2014, les a tous connus, est sorti que de 1 contre la France en 2021. Et c'est vrai que j'ai énormément de déceptions, que ce soit face à la Pologne en 2016, que ce soit face à la Suède en 2018, que ce soit face au Portugal à la Coupe du Monde en 2022. Énormément de déceptions, et donc j'aime pas mettre trop d'espoir dans ces huitièmes de finale. C'est ce que j'avais fait face à la France, ça avait marché. J'ai pas envie de mettre trop d'espoir face à l'Italie, j'espère que ça va marcher, mais c'est vrai que je suis quand même un peu plus confiant, surtout avec ce qu'on a vu en phase de groupe. Je vois bien une victoire 1-0 ou 2-1 avec un but en plus. J'ai vu une équipe de Suisse très solide. Alors, un Yann Sommer un petit peu limite sur le but d'Andrich qui est refusé, qui inspire pas forcément super confiance, mais avec un Manuel Akanji qui est au top du top de sa forme, qui est vraiment, je pense, dans le débat des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Alors, je parle pas forcément du top 3 ou quoi, mais en tout cas, un bon top 10, top 5, je pense que c'est pas exagéré. Et Non, j'ai fait une grande propagande à Kanji depuis qu'il est à City. Moi, je fais la propagande, je le trouve énorme. Mais en fait, Moi, la manière dont Guardiola l'a transformé, alors c'est un joueur qui était très bon balle au pied, qui était capable de casser des lignes. On le voyait à Dortmund, on le voyait avec la Suisse. Et je pense que Guardiola a développé cette capacité, et en plus a amené une régularité, un joueur avec un fort mental qui était vraiment le leader. On l'a vu face à l'Allemagne, il a fait des sauvetages. À la fin, on a un Granit Xhaka qui, pas besoin de le décrire, qui m'a un peu déçu face à l'Écosse, parce que il a été muselé par cette équipe écossaise. C'était assez compliqué, mais on va dire qu'à chaque ligne, que ce soit Sommer au gardien, Akanji en défense, Xhaka au milieu de terrain, on a une colonne vertébrale qui est très très solide. Donc voilà, on a aussi sur le banc Denis Zakaria, qui n'a pas joué pour l'instant. On ne sait pas s'il va forcément pouvoir jouer parce qu'il revenait de blessure. On a encore Mbolo qui était titulaire sur le dernier match. Devant, on a aussi Noah Okafor, et je veux venir sur ce sujet par rapport à Firas, qui est donc un fan du Milan. Comment tu vois le fait que Noah Okafor ne joue pas sur, en tout cas, cette phase de poule? Et moi, je te donnerai mon avis après. Ouais. Bah, honnêtement, moi j'étais un peu surpris parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué avec Milan cette saison, mais quand il a joué, les quelques minutes qu'il a pu gratter par-ci par-là, bah, il a souvent été très précieux. Il nous a permis d'aller chercher des points. Il a marqué des buts très importants et il a rarement été décevant. Sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a rarement été décevant. J'ai aussi le souvenir d'un Noah Okafor que je suivais déjà à Salzbourg, qui était
bon, même très bon à Salzbourg. Et moi, je le voyais comme un des plus gros talents aujourd'hui, un des plus gros talents suisses. Donc, je m'attendais à ce qu'il démarre cette compétition en tant que titulaire à la pointe de l'attaque suisse. Apparemment, Mbolo lui aurait été préféré. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, d'Mbolo. J'ai eu des bons retours, moi, sur Mbolo. Je veux dire, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai entendu dire qu'il avait beaucoup mûri dans son jeu, qu'il était devenu plus tueur. Euh, je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, il me semble quand Alors, même que le rendement de Okafor, il est assez mauvais avec la Suisse. Je crois qu'il a des stats pas très très folles. Qu'on avait fait les recherches avec Jordan Ouais, il y pour avait Okafor, je crois que 2, c'était. 3 buts en quoi, une vingtaine de sélections. Je crois que j'avais cherché un truc comme ça, je Ouais. crois. ouais, En plus, il a deux buts, il me semble, son premier but, ouais, je sais plus si c'est un penalty ou, enfin, je sais pas, mais c'est vrai que c'est assez mauvais. C'est une vingtaine de sélections. C'est compliqué pour nous au Okafor. Beaucoup d'espoir. Tous les Suisses espéraient énormément qu'on le voyait à Salzbourg, qu'on l'a vu signer à Milan. Alors, on savait que c'était pas pour une place de titulaire, mais énormément d'espoir. Et puis, finalement, c'est vrai que assez décevant. Murat Yakin ne lui fait pas entièrement confiance. J'ai eu des échos aussi que c'est peut-être un joueur avec un melon, on va dire, ou qui pense avoir un statut. Donc c'est vrai que c'est complexe. Après, je pense que devant lui, il y a de la qualité. Brelem Bolo, je pense honnêtement, sans les blessures, ça pourrait être un joueur de top niveau. On l'a vu avec Monaco, il y a beaucoup de confiance qui est placée en lui. Malheureusement, il a eu une grosse blessure cette saison. Il a commencé le dernier match face à l'Allemagne et c'est là où il a été le plus décevant, on va dire, parce que contre la Hongrie, il est rentré, il a mis son but. Contre l'Écosse, il avait pu être intéressant aussi. Devant Okafor, toujours dans la hiérarchie, c'est vrai qu'on a Kwadwo Douah, qui est un joueur que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément, qui est passé par Lucerne, par Servette aussi, qui est allé en Bundesliga 2 et qui a explosé, on va dire, à Ludogorets. Il a fini co-meilleur buteur, je crois, avec 12 ou 14 buts. Alors c'est vrai que c'était un coup de poker que Yakin le mette titulaire le premier match, ça a marché. Donc forcément, on ne peut pas lui le reprocher. Mais voilà, il y a beaucoup de choix. Il y a Zeki Amdouni aussi, qui est un joueur que moi j'affectionne particulièrement, qui a énormément de qualité, qui peut jouer 10, enfin comme second attaquant, qui a des belles qualités de finisseur aussi. Il a toujours été performant avec l'équipe de Suisse, mais Murataki ne lui fait pas confiance, ne le met pas titulaire. Il a été titulaire sur aucun des trois matchs. Et c'est vrai que je me questionne sur ce match face à l'Italie, qui va être aligné, qu'est-ce que va nous concocter Murat Yakin, c'est beaucoup de questions qu'on se pose et puis j'ai hâte d'avoir la réponse samedi. Et on passe à Firas. La confiance est-elle très basse ou est-ce qu'elle est au maximum pour toi pour ce huitième? Après, on va pas parler de choses à modifier pour ce huitième parce qu'on est déjà venu sur les choses à modifier. Du coup, comment toi t'appréhendes ce match? Après, je donnerai mon avis et on termine sur l'avis neutre de Jordan. Écoute, on a vu une équipe d'Italie qui a beaucoup souffert lors de la phase de poule, qui techniquement pourrait pas montrer de belles choses jusqu'ici. Mais moi, j'ai bon espoir que ce but de Zaccagni, souvent, c'est fait. Comment dire, ce but à la 97e minute, lorsque tu es en passe de finir troisième de ta poule et que tu es un peu au bord de la dérive, ce but qui vient te sauver comme ça, moi j'ai bon espoir que ça peut créer un déclic au sein du groupe, ça peut relancer psychologiquement les joueurs et les voir arriver face à la Suisse avec un petit sursaut d'orgueil après une très mauvaise phase de poule. Moi, je vois quand même l'Italie arriver en tant que favorite face à la Suisse, rien que pour... je pense que sur le papier, ça reste quand même une meilleure équipe. Euh, et puis, le nom, tout simplement. Ils arrivent en tant que favoris, par contre, il va falloir se méfier parce qu'en face, tu as une équipe de la Suisse qui peut être, qui a été très solide jusqu'ici et qui est certainement pas à prendre à la légère. C'est l'une des belles révélations de cet euro. Comme Dylan a dit, la Suisse a même surpris les Suisses. C'est ça qui est beau. Tu nous parlais de la Roumanie, du coup, que vous avez fini derrière la Roumanie, mais la Roumanie était aussi une belle surprise au final avec cette victoire contre la Belgique. On a quelques belles surprises. Du coup, tu pars quand même assez confiant, Firas. Moi, je partirais comme toi,
on sait que la Suisse est solide, on sait que l'Italie a ses cartes en main. Si elle a envie de jouer à sa façon, elle y arrivera. Elle a la qualité pour, elle a le sélectionneur pour. En soi, Spalletti est un bon entraîneur, même si moi, je n'affectionne pas trop sa manière de penser à faire des coups de poker comme Guardiola et ça ne marche pas. Je pense vraiment que ça va passer pour l'Italie. Dylan l'a dit, en fait, tu commences une nouvelle compétition quand tu es en huitième, phase finale. C'est une toute nouvelle compétition. On regarde les bigs, l'Angleterre, la France, toutes ces nations-là, ben, la phase de groupe n'a pas été bonne, mais on sait qu'à ce moment-là, quand c'est sur un match, ça se réveille, les individualités sont là, en espérant qu'on aura un grand Chiesa. Moi, je partirais aussi positif, même si, du coup, Dylan, il nous a dit un genre de 2-1, 1-0, il nous a déjà avancé sur la partie pronostic. Moi, je partirais aussi pour l'Italie, un genre de 2-1, 1-0. Je dirais pas un score. Et toi, Jordan, du coup? Moi, je m'interroge beaucoup sur la façon dont les Suisses vont aborder le match. Est-ce qu'ils vont vouloir jouer un peu comme face à l'Allemagne et laisser un peu le ballon ou moi, je partirais plus là-dessus, franchement. Vous avez dit que l'Italie est favori, bien sûr, le nom et le papier et les joueurs, mais au vu de la dynamique, pour moi, les Suisses doivent venir prendre le jeu à leur compte et pour moi, faut y aller, faut absolument tenter le coup. Et en fait, là où ça m'amène à mon gagnant, c'est qu'en fait, pour moi, si les Suisses font ça en fait, j'ai peur qu'ils se cassent les dents sur la défense de l'Italie parce que devant, je trouve que il n'y a pas ce mec qui est un peu sûr de peser sur une défense en plus de haut niveau avec Bastoni. Et après, il faut battre encore Donnarumma. Et on sait, par exemple, qu'Endo, il peut faire mal sur les ailes, etc. Mais si ça pêche toujours dans le dernier geste, j'ai peur que la Suisse se casse les dents. Et un peu comme dans les autres matchs, j'avais l'impression qu'ils avaient des grosses périodes de domination. Ils avaient pas mal d'occasions. Et à un moment, j'ai l'impression que dans tous les matchs, à un moment, ça commence à s'éteindre. Et vers l'heure de jeu, etc., il y a moins d'occasions, ce qui est normal. Mais j'ai peur que ça pêche contre l'Italie, qu'on se retrouve à 0-0 vers la 60e, que la Suisse se casse les dents et qu'à la fin, l'Italie arrive à marquer ce petit but un peu au mental, comme contre la Croatie, parce que vous aviez raison. Ce but de Zaccagni, ça peut un peu relancer la compétition de l'Italie et les mettre, comme on a dit, dans un nouveau tournoi. Donc, moi, j'aimerais bien que la Suisse passe. Franchement, je sais pas, je trouve l'équipe elle est intéressante. En plus, quand j'avais fait mes recherches pour les previews, je sais pas, j'aime bien l'équipe. Donc, j'aimerais bien que la Suisse passe, mais j'ai peur que c'est ça, ils vont se casser un peu les dents sur la défense de l'Italie et que l'Italie gagne un moment, je sais pas, 1-0 sur un petit exploit un peu individuel de Chiesa, par exemple. Moi, c'est un Mais peu comme ça que je vois. c'est vrai, moi, si je peux juste rebondir sur ce que Jordan a dit, parce que je ne l'ai pas abordé. C'est vrai que là, il y a une énorme hype autour de Ndoye, mais c'est vrai que Ndoye, avant ça, il n'avait jamais marqué avec la sélection. C'était son premier but. À Bologne, il y a 2 buts cette saison, en fin de saison, je crois, en Coupe d'Italie contre la Juve et il me semble un but en championnat contre Naples, je crois. Et du coup, c'est vrai que c'est pas un grand finisseur. Alors, c'est un joueur type de profil que nous, on n'a pas beaucoup en Suisse et bah, c'est pour ça aussi que Vargas. Alors, je dis pas que lui et Vargas sont les deux le même profil, mais c'est des profils assez rares en Suisse et donc c'est pour ça qu'ils sont titularisés. Mais avant ça, ça n'avait pas fait mouche et ça peut être une inquiétude par rapport à ça. Alors, Vargas a marqué contre l'Allemagne, malheureusement, but refusé à rien du tout. Ndoye a marqué. Et ça peut être aussi, au même titre que le but de l'Italie, bah, peut-être un nouvel élan pour eux et ça peut nous amener à quelque chose de bien, mais ça peut aussi repêcher et puis là, ça deviendra compliqué, comme Jordan l'a dit. En tout cas, on sait que ce huitième de finale sera alléchant, sera intéressant vraiment Ouais, super intéressant. au vu de la dynamique de la Suisse, au vu des interrogations énormes qu'on a sur l'Italie. Et en plus, c'est un pays voisin, c'est toujours bien de rencontrer ses voisins et tout. Donc, ça va être ultra intéressant et on va conclure ça, même si vous l'avez déjà dit, au moins on l'a. Pronostic de Firas. Je pense que ça va aux prolongations, victoire de l'Italie au tir au but. On va Oh. dire 1-1 dans le jeu. Et là, c'est Jorginho qui va se venger et il va enfin mettre son penalty contre la Suisse qui On nous a. Nous P2, hein. Ouais, je sais. Allez, retour, mais bon. J'étais au Pronostic de stade en Dylan. plus à Bâle. J'étais au stade à Pronostic de Bâle. Dylan. Moi, j'ai dit, je vais partir sur ce 2-1. 2-1 pour la Suisse. Je vais m'avancer sur les buteurs. Allez, un but d'Endoy et un but de Granit Xhaka. Parfait, Jordan.
Moi, je reste sur ma logique de match. Allez, 1-0 italien, mais en prolongation. Allez, vas-y, Chiesa. Allez, c'est bon. Bon, moi, j'avais dit 2-1, mais ça m'intéresserait plus un petit 2-0 pour montrer vraiment qui on est. Allez, je pars sur 2-0. Allez, 2-0 pour l'Italie. Un but contre son camp, hein, c'est un classique dans cette compétition. Allez, but contre son camp de. Allez, Akanji. Vas-y, la hype elle va redescendre. But contre son camp d'Akanji et un but de Chiesa, hein. Bon, maintenant, au bout d'un moment, il faut qu'il marque comme contre l'Autriche. Voilà, les gars, je ne sais pas si vous avez des questions, mais l'émission touche à sa fin. En tout cas, c'était vraiment cool de vous avoir. Vous avez tous eu une analyse assez sympa, sauf Jordan. Jordan, c'est une catastrophe. Super, merci, c'est gentil. Non, je rigole. Du coup, merci à toi, Firas, pour ta présence et pourquoi pas, en cas de qualif, t'avoir pour l'écart. Pourquoi pas? Je suis là, je suis dispo. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, du coup, que c'était assez sympa de parler avec les gars. Merci à Dylan et toi aussi. Bon, pour moi, en espérant pas te voir pour l'écart, mais en cas de qualification de la Suisse, ben, c'est vraiment volontiers de t'avoir. Ce serait avec grand plaisir, bien sûr. Mais Voilà. Mais en tout cas, on pourra se faire d'autres vidéos, que ce soit d'autres sujets. Si un jour on s'y intéresse au football suisse, même le championnat, pourquoi pas en parler. T'es hyper quali. Pareil pour toi, Firas, pour des émissions sur la Serie A. On sait avec Jordan qu'on voulait faire des émissions Mercato idéal pour Milan. Je pense qu'on a trouvé un bon fan, un bon supporter. Et du coup, merci à Jordan d'avoir été là. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Et au pire, ben, C'était on te super. coupe à la vidéo. Super, merci bien. Il me déteste aujourd'hui. Voilà, c'était la preview d'Italie-Suisse. Nous, on se retrouve pour un autre match. Demain, nous, on tourne Allemagne-Danemark. Ça va être aussi un match intéressant. Sur ce, ciao les gars. salut. It's not a game, it's a rich thing.